Bonjour à tous, je suis Mickaël Bouget, entraîneur national piste chez Swiss Cycling et j'ai pour vous mission aujourd'hui de vous parler d'entraînement. Alors je vais prendre 5 minutes pour vous donner 2-3 explications. Premièrement, qu'est-ce qui va influencer le plus grandement vos performances? Eh bien, contre toute attente, la première chose qui va déterminer votre performance, c'est votre corps, ou plus exactement vos gènes. Il s'agit de vos prédispositions naturelles pour le sport considéré, c'est ce qu'on appelle l'inné. Ensuite, par opposition à l'inné, il s'agit de l'acquis. C'est ce que vous allez construire en priorité par l'entraînement, que ce soit d'abord les volumes d'entraînement, la répartition de l'intensité, la périodisation ou la planification de l'entraînement, et seulement à la fin, des aspects, des éléments tels que les compléments alimentaires interviendront dans la performance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de l'entraînement et de la charge d'entraînement. On entend souvent que le cyclisme est un sport qui nécessite un entraînement en endurance. Mais que signifient ces termes? Eh bien, tout d'abord, l'entraînement consiste à générer un stimulus de manière à optimiser l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner pour attendre une réponse positive de son corps et qui va permettre de progresser. L'endurance est tout simplement, de manière générale, la capacité à maintenir une intensité sous-maximale sur une certaine durée. Et par conséquent, plus l'intensité est faible et plus longtemps il sera possible de maintenir l'effort. Donc cette diapositive montre le volume d'entraînement généralement observé selon les étapes de la carrière. Avec l'âge et la progression, vous voyez que les volumes d'entraînement et le nombre d'entraînements hebdomadaires augmentent progressivement, aussi bien pour l'entraînement spécifique, c'est-à-dire sur le vélo, que pour l'entraînement dit complémentaire. Pour le début de la période talent, qui vous concerne certainement, vous pouvez visualiser la répartition des types d'entraînement, environ un tiers du temps consacré à la pratique d'activités complémentaires, contre 2 tiers du temps pour le spécifique, alors que pour la période mastery, on voit qu'elle est plus que de 20%. Pour une même période de la carrière, l'intervalle des volumes annuels et du nombre d'entraînements hebdomadaires est très large, puisqu'il va dépendre de chacun, des disciplines sportives et des activités extrasportives. Sur ce graphique sont représentés les volumes d'entraînement mensuels ainsi que leur répartition selon le type d'activité chez des biathlètes. Il est intéressant de visualiser la variation des volumes et la répartition des types d'entraînement selon les périodes de la saison. Bien évidemment, il faut tenir compte qu'il s'agit ici d'un sport d'hiver et qu'il présente donc une répartition inverse de ce que nous pourrions rencontrer en cyclisme. Sur la période de préparation, il s'agit de construire les bases, ce qui se traduit par de gros volumes d'entraînement avec pour commencer la période une part large aux activités complémentaires. Les volumes diminuent ensuite progressivement sur les périodes de préparation spécifiques et de compétition, puisque l'intensité des entraînements et des compétitions seront plus élevées. La période de récupération, quant à elle, se traduit par une diminution importante de l'entraînement, aussi bien en volume qu'en intensité. Nous avons essayé de retranscrire ici cette présentation en cyclisme pour une période T1 de la carrière sportive. Les volumes sont donc adaptés à cette période et aussi à la saisonnalité du cyclisme. La saison de compétition est aussi souvent plus longue en cyclisme et il est possible donc d'avoir des stratégies différentes avec une courte période de récupération au milieu de la saison. Toutefois, quantifier l'entraînement uniquement par son volume, est-ce bien suffisant? En effet, peut-on comparer 3 heures à rouler tranquillement avec des amis avec 1 heure d'entraînement intensif avec des intervalles? On voit donc bien qu'il manque un élément pour mesurer et pour évaluer l'entraînement. En effet, il nous faut donc une information supplémentaire qui est l'intensité de l'effort. On peut alors déterminer une charge d'entraînement qui prend en compte ce volume d'entraînement et l'intensité de l'effort. Et ainsi, on pourra mieux représenter l'entraînement. Alors, la question qui se pose est comment déterminer cette intensité? Nous allons vous en présenter différentes qui sont toutes validées scientifiquement. En premier, il s'agit d'évaluer l'intensité de manière subjective, c'est-à-dire en faisant appel à votre perception et en vous aidant d'une échelle de 1 à 10.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils pendant la séance. Ensuite, il s'agit de mesurer l'intensité à l'aide de la fréquence cardiaque. Vous pouvez l'enregistrer facilement pendant la séance. Donc il vous faut aussi connaître votre fréquence cardiaque maximum et votre fréquence cardiaque minimum. Pour le reste, l'ordinateur s'en charge et va permettre de calculer une charge d'entraînement qui est définie en TRIMP. Ensuite, on peut également mesurer l'intensité à l'aide de la puissance mécanique que vous pouvez enregistrer à l'aide d'un capteur de puissance. Donc l'inconvénient, c'est que ça reste assez cher et on peut calculer une charge d'entraînement uniquement si on utilise ce capteur. Alors certains logiciels peuvent évaluer pour d'autres activités ou des activités où vous n'avez pas le capteur également une charge qu'on dénomine en TSS, le Training Stress Score. Donc, une fois qu'on a calculé ces charges d'entraînement, quelle que soit la méthode, on a un reflet plus juste de l'entraînement et de l'analyse de la charge d'entraînement. La question qu'on peut alors se poser est la suivante. Est-ce que si je m'entraîne davantage, je vais plus progresser? Eh bien, de manière générale, comme le montrent les graphiques ci-dessous, la réponse est oui. Toutefois, c'est pas si simple, car il faut s'entraîner plus, mais aussi de manière plus juste. C'est-à-dire en organisant ses charges d'entraînement et ses séquences d'entraînement. En effet, regardez ici comment il est possible de progresser ou de régresser seulement en enchaînant avec une bonne ou une mauvaise combinaison les entraînements. Si vous avez un bon équilibre entre l'entraînement, plus précisément la charge d'entraînement, et votre état d'entraînabilité, c'est-à-dire un facteur qui prend en compte à la fois votre fatigue, votre fraîcheur, votre niveau de stress, vous allez progresser. Inversement, un déséquilibre entraînera une diminution de votre niveau de performance. C'est pourquoi la prochaine fois nous parlerons de la répartition de l'intensité et de l'entraînement. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.